qui va donc s'interroger sur le rapport entre la philosophie et notamment son affirmation d'une liberté de la volonté qui ont été défendues et les neurosciences qui semblent, sinon battre en brèche, du moins jeter quelques pavés dans la mare de la conception traditionnelle du libre arbitre. Ouais, maintenant je te laisse la parole. Et nous en débattrons ensuite, et puis à la fin, comme d'habitude, il y a un pot de l'amitié qui vous est proposé, parce que venir un vendredi soir par ce temps au lycée, c'est méritoire et ça mérite un réconfort. Eh bien, bonsoir à tous, merci de votre présence et de votre accueil. Je remercie donc François Dieu, le président du Café Philo, qui a bien voulu me confier la présentation de la soirée. Enfin, je ne suis pas président. Tu n'es pas président, d'accord. On va faire responsable, voilà. Et donc, le sujet, donc, c'est la volonté est-elle une fiction, neurosciences et philosophie. Autrement dit, quand je veux une chose, se peut-il que ce ne soit pas vraiment moi qui ai pris la décision? Alors, c'est un sujet qui interroge effectivement la philosophie et les neurosciences. La philosophie, ça fait assez longtemps que le problème est posé. Les neurosciences, c'est nécessairement plus récent, c'est une discipline nouvelle. On commencera donc, si vous voulez, par la philosophie, de par son antériorité. Alors, en ce qui la concerne, l'exposé sera nécessairement schématique et incomplet. Voilà. Et en fait, je vais le centrer sur le cœur de la question qui est que peut-on avoir comme idée de comment se forment nos décisions. Et donc, je m'arrêterai simplement sur les philosophes qui, d'abord, se seront un peu exprimés sur la question, et puis qui auront marqué une évolution ou une position originale, quoi. Voilà. Alors, on essaiera, ensuite on fera la nouveauté que sont les neurosciences, et puis on essaiera surtout de laisser le temps suffisant au débat. Alors, avant de commencer la philosophie, je voudrais qu'on définisse ensemble 4 mots, parce qu'ils vont revenir assez souvent dans l'exposé. C'est le mot volition. Alors, en français moderne, on dit systématiquement volonté, mais académiquement parlant, la volonté, c'est la faculté qui nous permet de prendre les décisions. Et chaque décision qu'on prend de par la volonté, ça s'appelle une volition. Voilà. Bon, alors le libre arbitre, bon, ça c'est du jargon philosophique connu, donc je redonne simplement la définition pour qu'on parte de la même compréhension. C'est la théorie selon laquelle les volitions, donc on connaît le mot, on s'en sert, donc selon laquelle les volitions émanent entièrement du sujet sans découler d'aucune cause préexistante. Et donc il y a la position opposée, que généralement on appelle déterminisme, et qui est donc la théorie qui veut que les volitions émanent entièrement ou partiellement d'une cause préexistante. Voilà. Et puis il y a encore le mot métaphysique qu'il faut essayer de définir un peu, parce qu'il n'y a pas unanimité. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut mettre dedans. Et bon, alors pour l'exposé de ce soir, on va faire simple, et on va dire simplement que la métaphysique, c'est la branche de la philosophie qui cherche à connaître les objets abstraits. On va partir sur cette base-là. Alors, là, on va démarrer le parcours au pas de charge de la philosophie, et on va même commencer par un grand saut, c'est-à-dire que je pense qu'on va omettre toute la période de l'Antiquité, au motif que les anciens ont peu écrit sur la volonté, un petit peu Aristote, mais quand ils l'ont fait, c'est pas dans l'optique de la question qu'on a choisie comme axe central, et donc on va commencer tout de suite avec saint Augustin. Alors saint Augustin, c'est 400 après Jésus-Christ, donc voilà. Et donc, c'est un saint, comme son nom l'indique. C'était un évêque. Il a même été élevé à la dignité de père de l'Église. C'est une dignité qui est réservée aux grands théoriciens par l'Église. Et c'est à lui, semble-t-il, qu'on doit l'introduction du terme libre arbitre. Alors, ça situe déjà tout de suite le contexte dans lequel est apparue la discussion et dans lequel toute la discussion sur le degré de liberté que possède l'homme par rapport à la prise de ses décisions s'est déroulée pendant des siècles. Ça a duré très longtemps, parce que dans tout le Moyen-Âge et même un petit peu au-delà, c'est resté dans le cadre de la théologie chrétienne, pour des raisons assez évidentes. D'abord parce qu'à l'époque, il n'était pas question d'avoir un discours public en dehors du dogme chrétien, dont les
comment dire, les spécialistes, les preneurs étaient nécessairement les clercs et même la partie instruite des clercs. Ceux-ci n'étaient pas très nombreux. En général, ils étaient dans des lieux un peu protégés, qui étaient des monastères, des assemblées ecclésiales, et puis tout à la fin, dans les premières universités, parce qu'elles étaient gérées par l'Église aussi. Mais de toute façon, c'était extrêmement lent, le cheminement, parce que même pour communiquer, c'était difficile. Les textes, il fallait déjà les recopier sur des parchemins. Les routes, elles étaient extrêmement peu praticables, extrêmement dangereuses, et ça coûtait très cher d'envoyer des gens en délégation quelque part pour les communautés dans une société qui était pauvre. Donc en fait, le débat sur le libre arbitre est resté au sein de la théologie et au fur et à mesure des controverses théologiques à différentes occasions, et ça a traversé plusieurs pays de l'Europe occidentale, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc. Mais ça a mis très longtemps, c'est seulement vers 1260-1270 que la doctrine de l'Église médiévale s'est stabilisée dans ce qu'on appelle la tradition scolastique. C'est-à-dire, en fait, celui qui l'a mis le plus en forme, c'est un autre père de l'Église, c'est saint Thomas d'Aquin, avec son ouvrage majeur qui s'appelle La Somme théologique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et qui est devenu d'ailleurs un texte officiel de l'Église. Alors, dans ce texte, on trouve effectivement à peu près l'ensemble de la doctrine théologique, et on trouve la définition de la volition telle que l'Église médiévale finalement l'avait arrêtée. Et cette définition, c'est la succession de trois choses: une appétition, une délibération et une élection. Alors en français moderne, c'est la succession d'un désir, d'un raisonnement et d'un choix. Donc, si on veut résumer la position dans la société chrétienne médiévale, occidentale, la volonté humaine, c'est un libre arbitre sous l'égide de la foi. Alors, c'est un peu paradoxal, évidemment, mais je dirais que c'est la loi du genre de toute théologie. Bon. Alors, en fait, il a fallu attendre après à peu près la deuxième moitié du XVIIe siècle pour que la philosophie, proprement parler, s'autonomise un petit peu de la théologie. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que sont apparues les deux écoles dont on a parlé tout à l'heure, les partisans du libre arbitre et les déterministes. Bon. Alors, pour fixer un peu les idées, on va prendre deux exemples de tête d'affiche, du moins. On va prendre Descartes pour les partisans du libre arbitre, et on va prendre Spinoza pour les déterministes. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Descartes, sur la volonté, en gros? Eh bien, Descartes, il disait, la volonté, c'est la faculté de l'âme la plus puissante. Pourquoi c'était la plus puissante? Il dit, elle ne se reconnaît aucune limite. C'est-à-dire, on peut vouloir des choses impossibles, irréalisables. On peut vouloir une chose et son contraire, etc. Et puis il ajoutait, en plus, elle a une mauvaise fréquentation. Enfin, il ne disait pas ça comme ça, il disait, elle côtoie les passions. C'est la même chose. Et donc c'était Descartes. Donc il pensait bien sûr à la raison pour contrer un petit peu les excès de la volonté, mais il disait il y a un problème, parce que la raison, elle s'adresse à l'entendement, et donc l'entendement, c'est une autre faculté de l'âme, mais l'entendement, il est plus faible que la volonté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent, la volonté bouscule l'entendement. Autrement dit, la volonté nous fait faire des bêtises, des erreurs, disait Descartes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Descartes dit on peut limiter la casse, en gros, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à raisonner le mieux possible. Il faut accroître ses connaissances pour bien raisonner. Chaque fois qu'on peut, il faut différer un peu les décisions pour raisonner plus longtemps, etc. Donc, si on veut résumer la position de Descartes sur la volonté humaine, c'est un libre arbitre puissant, mais difficilement pondéré par un entendement faible. Voilà. Alors, Spinoza, lui, il est bien entendu sur le versant opposé. Pour Spinoza, le libre arbitre, c'est une illusion. Et il dit pourquoi c'est une illusion? Il dit parce que la raison, en fait, qu'est-ce qu'elle connaît? C'est les causes immédiates. Elle ne connaît pas les causes profondes. Et les causes qui sont vraiment déterminantes, c'est les causes profondes. Ah, bon. Et pourquoi il dit ça? Parce que ça tient à la philosophie générale de Spinoza. Pour Spinoza, l'homme, les animaux, les plantes, même les choses inanimées, tout ça sont des parties d'un grand tout, qui est la nature. Alors, chaque partie, elle a sa nature propre. Il y a la nature humaine, par exemple. Mais toutes ces natures propres-là, elles sont formatées de telle façon qu'elles doivent nécessairement conserver
elles émanent finalement du grand tout qui est la nature propre, elles doivent nécessairement conserver une cohésion, une synergie avec le grand tout, de manière à ce que l'harmonie de la création, finalement, l'harmonie du monde, persiste et se perpétue. Donc il y a des limites, en fait, qu'on ne connaît pas, parce que tout ça est un mécanisme inconscient, qui sont inconnaissables pour nous, mais en fait, nos décisions, l'orientation profonde de nos décisions, sans qu'on le sache, elles sont enfermées dans des limites qui font que le monde se perpétue en quelque chose dans le sens de la nature telle que l'entendait Spinoza. Donc si on résume, la volonté humaine pour Spinoza, c'est un déterminisme par la nature. La raison, il n'y a pas de libre arbitre, la raison c'est un faux semblant, quoi. Bon, et bien donc nos deux écoles sont constituées, et donc la métaphysique occidentale va croître et prospérer. Il va y avoir des penseurs tout à fait importants, intéressants, qui vont apparaître en Angleterre, en Allemagne, en France. Bon, là, les idées vont circuler un peu plus, parce que là, le livre existe. Donc, le livre, c'est un objet qui se trouve plus facilement, qui circule plus facilement. Il y a même, entre les grandes métropoles européennes, il y a même des courriers qui circulent. Parfois, même les gens se rencontrent, etc. Donc, c'est une vraie période de développement qui va durer à peu près un siècle et demi. Et puis, là, je parle donc pour la métaphysique. Au bout d'un siècle et demi, on est à peu près à la moitié du XVIIIe siècle, là, maintenant. Eh bien, il y a une perte de vitalité. Ça périclite un petit peu, il y a presque un marasme qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les deux écoles ne se sont pas mises d'accord sur le fond. Bon, alors, ça se combat un petit peu, les argumentations sont un petit peu hypertrophiées, complétées, et puis c'est comme dans les questions de justice, quand on n'arrive pas à percer sur le fond, eh ben, on va chercher le vice de forme dans l'argumentation du contradicteur, quoi. Et juste, alors donc, les argumentations ont été scrutées, et on s'aperçoit qu'il y a plein de failles dans les raisonnements, mais des deux côtés, quoi. Je veux dire, il y avait le côté, par exemple, les rationalistes, on leur reprochait assez souvent de tomber dans des contradictions du genre raisonnement circulaire. Vous savez, c'est la poule qui donne l'œuf, mais c'est l'œuf qui donne la poule. Bon, on n'en sort pas, bon, évidemment. Il y avait les sceptiques, eux, pour admettre un argument, il fallait qu'il soit démontré de A à Z. Bon, alors bon, ils trouvaient donc la cause de l'effet A, mais après, il fallait trouver la cause de l'effet A, puis après la cause de la cause de la cause de l'effet A, etc. Puis au bout d'un moment, plus personne n'était capable d'avancer quoi que ce soit, et tout le monde était le bec dans l'eau. C'est ce qu'on appelle les régressions à l'infini et les impasses conclusives comme ça. Bon, alors ça a duré jusque quand, là, cette stagnation de la métaphysique européenne? Ça a duré jusqu'à 1781. Ah bon, ça s'arrête comme ça tout d'un coup en 1781? Non, pas vraiment. Je dis 1781 parce qu'il y a un événement qui va avoir effectivement un effet notable sur la métaphysique. Il y a un événement qui se passe en 1781. Ah bon? Ah ben, c'est quoi? Eh bien, c'est un professeur de philosophie, pas très connu, hein, d'une université perdue là-bas au fin fond de l'Europe orientale, qui sort un bouquin. C'était pas son premier bouquin, mais celui-là lui vaudra la stature qu'il aura par la suite. Hein. Il a mis 10 ans pour l'écrire, donc il a beaucoup réfléchi, et il lui assigne rien moins que l'objectif de remettre sur pied la métaphysique occidentale. Donc c'est Kant, c'est Emmanuel Kant, et c'est la critique de la raison pure. Bon, alors on va s'attarder un peu, parce que d'abord, c'est à partir de ça que lui, il va définir, entre autres choses, sa conception de la volonté humaine, et puis ensuite, on va voir effectivement que ça a un effet sur quasiment les 2 siècles qui suivent, au point de vue de l'expression des philosophes, et en particulier des métaphysiciens. Alors, qu'est-ce qu'il dit Kant? Eh bien, il dit on est dans une telle difficulté, de toute façon, qu'il faut remettre tout à plat, et il faut commencer par, on réexamine soigneusement comment on acquiert nos connaissances en général et nos connaissances philosophiques en particulier. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas grave. Tenez, prenez si vous voulez bien. Chacun, ça ne servira pas tout de suite, mais c'est pour la fin de l'exposé, donc ça vous servira. Ok, merci. Voilà. Donc, comment on acquiert nos connaissances? Parce que, voilà. Et il dit, Kant, eh ben voilà, il présente sa thèse, il dit, finalement, notre cerveau, il est fait de telle façon
qu'on a 3 instances qui nous permettent de rechercher les connaissances. Ah bon, c'est lesquelles? Eh bien, il y a l'intuition, il y a l'entendement et il y a la raison. Bon. Et alors, l'intuition, c'est quoi? Alors, l'intuition, dit Kant, c'est notre faculté qui, lorsqu'un objet pénètre dans le champ de nos perceptions de nos 5 sens, hein, la vue, l'audition, etc. Bon, quand un objet pénètre dans le champ de nos perceptions, ben, immédiatement, l'intuition permet d'en avoir une connaissance entièrement synthétique, immédiate et spontanée. Bon, et alors, donc là, il y a 2 choses qu'on va observer tout de suite. D'abord, les objets qui rentrent dans le champ de perception, par définition, c'est des objets concrets. Donc, par contre, ce n'est pas les objets abstraits. Les objets abstraits, c'est ceux qu'on ne perçoit pas par les sens. Donc ça, ce qu'il dit là-dessus de l'intuition, ça ne concerne que les objets concrets. Et puis ensuite, on va dire ça aussi, parce que ça va nous aider après par la suite, quand il dit, et puis cette connaissance-là des objets concrets par les sens, moi je vais lui donner un nom particulier, parce que le fait que ça soit connu par les sens, ça pourrait faire que ça soit différent de ce qu'est vraiment l'objet, donc je préfère l'appeler autrement, je vais l'appeler un phénomène. Bon, allez, on lui dit d'accord, on prend le nom phénomène et on va continuer l'histoire avec ça. Bon, et qu'est-ce qui fait l'intuition? Donc une fois qu'elle a, comme ça, élaborer un phénomène, elle le passe à l'entendement. Elle le communique à l'entendement. Ah, et l'entendement, qu'est-ce que c'est? Alors l'entendement, c'est une autre instance psychique pour rechercher les connaissances, qui, entre autres choses, analyse les objets qu'on a présents à l'esprit. Bon. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, il les décompose en concepts. Alors là, on ne va pas rester théorique, on va prendre un exemple concret, parce que sinon, ça va être long. Donc, on va prendre déjà l'exemple d'un phénomène intuition. Je me promène dans la rue, je vois un grand chien noir qui aboie. Il n'a pas l'air agressif, il s'approche, je le caresse, il a le poil doux, il a un collier, il a un mètre. Paf, c'est le phénomène de ce chien noir-là que je connais, etc. Bien. Mon intuition le communique à l'entendement. Qu'est-ce qu'elle fait l'entendement? Elle le passe au scanner. Elle lui fait son code barre. Et chaque barre, c'est un concept. Donc, vous avez le code barre du phénomène chien noir. Il y a une grande barre au milieu, c'est le concept chien, c'est un chien. Il y a une plus grosse barre à gauche, c'est le concept animal. Le chien, c'est un animal. Il y a encore une plus grosse barre à gauche. C'est un être vivant, les animaux sont des êtres vivants. Et puis il y a les autres barres à droite. Il y a la barre mammifère, le chien c'est un mammifère. Il y a la barre carnivore, le chien c'est carnivore. Il y a la barre quadrupède, c'est un quadrupède. Il y a la barre animal domestique, le chien. Bon, hop, voilà. Sauf que, alors, depuis que je vis, ou du moins depuis que je suis conscient, c'est pas le premier phénomène que mon intuition communique à mon entendement. Autrement dit, dans mon entendement, j'ai une immense bibliothèque de phénomènes et de concepts. Et tout ça est en réserve. Voilà. Et bien, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire des opérations logiques. Et les opérations logiques... Bon, alors, on va, pareil, donner un exemple. Imaginons que je dise, je vais chercher dans mon immense phénoménothèque, je vais chercher tous les phénomènes qui comportent le code barre mammifère. Je vais trouver le chien, le chat, le chameau, la chauve-souris, le dauphin, l'ornithorynque et le... je sais pas quoi. Bon, donc, et je vais dire, et tous les autres. Donc ça va faire la classe des mammifères. Et puis je pourrais aussi bien rechercher la classe des reptiles ou des insectes. Bon, autrement dit, je peux faire des classements. Je peux faire des ordonnancements. J'ai dit que c'était un gros chien. C'était un berger des Pyrénées. Les bergers des Pyrénées, c'est des gros chiens. Et je peux dire, si je considère la taille, ben, les bergers des Pyrénées, c'est plus gros que les caniches, qui sont plus gros que les chihuahuas. Je peux faire des classements. Je peux faire des comparaisons, etc. Je peux faire donc tout un tas d'opérations logiques. À quoi ça sert? Ça sert à mettre en forme les connaissances de manière à ce que nous puissions les utiliser dans notre raisonnement. Et donc on arrive à la troisième instance de recherche des connaissances, qui est la raison. Et donc comment elle fonctionne, la raison? Ben, justement, elle raisonne. Et avec quoi elle raisonne? Elle raisonne avec des idées. Les idées, c'est quoi? Les idées, c'est des propositions que la raison se fait à elle-même pour justement raisonner, c'est-à-dire elle prend au moins 2 propositions, ou 3, ou 4, ou davantage, et puis l'idée, c'est justement, en opérant des opérations logiques, d'arriver à synthétiser cet ensemble d'idées qu'elle considère, à les synthétiser en une seule, qui les épure en même temps qu'elle les résume, et donc ça s'appelle une théorisation.
Alors, c'est pareil, on ne va pas rester, justement, on ne va pas rester théorique, on va donner un exemple concret de la même manière, et on va dire, première idée, je peux dire que le chien et le chat sont des mammifères, bon, mais je ne peux pas dire que le chien et le canard sont des mammifères, parce que le chien, oui, mais le canard, non. Troisième idée, je peux peut-être me dire aussi que, après tout, le canard, il n'est peut-être pas le seul de son type dans toute la création des animaux, et si je cherche bien, je vais peut-être pouvoir trouver d'autres animaux qui, réunis avec le canard, vont faire une classe qui ne sera pas les mammifères, mais qui sera une classe équivalente à ce que sont les mammifères pour le chien et le chat. Et effectivement, je cherche, je trouve l'autruche, l'hirondelle, et puis je ne sais pas quoi, et hop, je fais la classe des oiseaux. Bon. Et puis si je raisonne encore, je vais dire, bah alors tous les animaux qui existent, je peux les classer tous dans une classe selon leur type, ils ont tous équipés, et puis après, je vais faire l'évolution des espèces, quoi. Bon, le raisonnement, c'est un mécanisme de ce type. Voilà ce que dit Kant, en gros, hein. Bon, de manière pas théorique, résumée. Bon, eh bien, il y a une chose dont il tire immédiatement la conclusion, c'est celle-ci. Mais donc, il y a une chose très importante, c'est qu'en fait, nous avons deux sortes d'objets pour lesquels nous pouvons avoir des recherches de connaissances. Nous avons d'une part les objets concrets et les objets abstraits. Et la différence, c'est que les objets concrets, il y a une intuition qui donne une connaissance de départ, alors que les objets abstraits, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de connaissance de départ. Donc, et il dit, ça fait une différence considérable, parce que, comme après, il faut qu'on raisonne un petit peu pour arriver à raisonner. Avec les objets concrets qui ont une intuition, une connaissance de départ, la base pour commencer le raisonnement, c'est-à-dire là d'où on part, ce qui s'appelle la prémisse dans les suites de déduction que sont les raisonnements, la prémisse, elle est connue. Alors, ce que conçoit Kant par connaissance, c'est pas seulement qu'on sait ce dont il s'agit. Un objet qui est connu pour Kant, c'est un objet qu'on sait ce que c'est, évidemment, mais c'est un objet sur lequel on peut énoncer des assertions dont la véracité est certaine. C'est par exemple le chien dont j'ai l'intuition, etc. Je peux dire avec une véracité certaine, le chien est un mammifère, ou d'une autre façon, je peux dire le chien n'est pas un oiseau. Dans les deux cas, j'ai une base, j'ai une prémisse sur laquelle j'ai une certitude. Si bien que dans le raisonnement, j'ai un énorme avantage, parce que si je pars d'une base certaine et que, en outre, je ne fais pas d'erreur dans le raisonnement, ma conclusion, elle sera certaine aussi. À ce moment-là, je peux parler de connaissance. Et même suivant le type de raisonnement, je peux parler de connaissance scientifique. Par contre, pour les objets abstraits, la base de départ, je n'ai pas de certitude sur sa véracité. Même si je ne me trompe pas dans le raisonnement, à l'arrivée, la conclusion, elle ne peut pas être certaine. Donc je ne peux pas parler de connaissance, je ne peux parler que de croyance, d'opinion. Donc, en gros, ce que dit Kant, pourquoi on était dans la difficulté, nous autres métaphysiciens? Il disait, parce que dans nos raisonnements, on a tout mélangé, on a mélangé des objets concrets et des objets abstraits, et donc il ne faut pas s'étonner si on a des contradictions logiques ou des impasses à conclure. Voilà, alors très bien pour la métaphysique, on va voir après, mais la volonté dans tout ça, parce que nous, notre sujet, c'est la volonté. Hein. Alors, on y arrive, avec Kant, on arrive à tout, presque. On y arrive parce qu'il dit que... Il dit, oui, mais pour les objets abstraits, il y a quand même un cas particulier. Ah, il y a un cas particulier. Et c'est quoi le cas particulier? C'est la volonté. Ah, et pourquoi c'est la volonté humaine? Pourquoi c'est un cas particulier, la volonté humaine? Quand il dit, l'homme, il a le libre arbitre. Donc, lui, il est partisan du libre arbitre. Bon. Et alors, pourquoi c'est une exception pour les objets abstraits? Eh bien, quand il dit, la volonté humaine, c'est un suprasensible connaissable. Je vous livre son délicieux jargon. Alors, et on traduit. Alors, suprasensible, pour Kant, c'est un synonyme d'abstrait ou de métaphysique. Et connaissable, on l'a déjà dit, c'est-à-dire c'est un objet dont on a une base de certitude, quoi. Hein? Et alors, il est en train de nous dire donc que la volonté, là, c'est la seule notion abstraite pour laquelle on a une base certaine, qui peut servir de prémisse, quoi, en gros. Et pourquoi on a une base certaine pour la volonté? Il dit l'homme, il a son libre arbitre. C'est lui qui décide de sa volonté. C'est lui qui fabrique ses volitions tout seul. Elles sont où, ces volitions? Elles sont dans sa tête. Donc il les connaît. Il est même le seul à les connaître. Donc c'est une notion abstraite qui est quand même certaine.
Et donc, du coup, dit-il, la volonté humaine, c'est une causalité libre. Alors, toujours le jargon kantien, d'accord? Causalité libre, ça veut dire que ça peut servir de prémisse du fait qu'elle est connaissable et que donc ça répond au raisonnement en tant que prémisse connue, quoi. Et donc, on peut raisonner à partir de la volonté humaine. Et enfin, et on va terminer là pour la volonté selon Kant, parce que c'est la dernière étape, il dit, mais malgré tout, la volonté humaine, c'est une raison pratique. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, c'est plus simple. Il dit, c'est une raison pratique parce que on peut raisonner, mais on peut raisonner dans le domaine de la chose dont on parle. Et la chose dont on parle, c'est la volonté humaine. Et qu'est-ce qu'elle vise, la volonté humaine? Quel est son champ d'application? Eh bien, c'est les actions, c'est les conduites, c'est les comportements, c'est ce qu'on fait, c'est comment on veut vivre, c'est les choses de la vie. Donc il dit c'est une raison pratique, et en fait, à partir de là, donc c'est les mœurs, et à partir de là, il en fait la base de son éthique et de sa morale. Bon, alors, donc on va déjà dire la définition de la volonté humaine selon Kant, après ce long détour, et puis après on va voir pourquoi ça a un petit intérêt pour la suite. Alors, donc la volonté selon Kant, on peut dire c'est un libre arbitre confiné au champ des conduites et des mœurs, donc à l'éthique et à la morale, et qui est éclairé par une raison qui est, en matière de métaphysique, limitée à la production de croyances et d'opinions. Bon. Et donc, pourquoi c'est une importance pour l'évolution de la métaphysique après? Eh bien parce que le domaine des métaphysiciens, c'est justement les objets abstraits. Et là, le petit père Kant, mine de rien, mais il vient de leur tirer une sacrée épine du pied. Parce que là, il vient de leur dire, les gars, c'est plus la peine de vous échiner à produire des démonstrations imparables jusque dans les détails, etc., etc. De toute façon, vous y arrivez pas. Puis de toute façon, avec les objets abstraits, c'est pas possible. La seule chose que vous pouvez produire, c'est des croyances et des opinions. Donc, ce qu'il y a juste à faire, c'est à exprimer bien ce que vous, comment vous concevez l'affaire sur ce qui concerne, par exemple, la volonté, et puis de faire valoir l'intérêt que ça peut avoir d'un point de vue pratique et d'un point de vue moral aussi, l'intérêt du point de vue du particulier et du point de vue de la société, tout l'intérêt que ça peut avoir, votre conception, pour vous et pour les autres. Et puis c'est tout. Mais de toute façon, une démonstration parfaite, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et effectivement, on va voir, là, dans les auteurs qu'on va voir derrière ça, un mode de conception de ce que peut être la volonté humaine qui est assez radicalement différent de ce qui produisaient les philosophes d'avant l'intervention de Kant. Et puis, bien entendu, alors, faut dire aussi, l'affranchissement, cette fois de la théologie, elle est complète aussi, hein, c'est clair. Bon, alors, donc, les deux philosophes qui viennent après, justement, eh ben, c'est deux philosophes qui sont les deux générations qui suivent celle de Kant. Et c'est Schopenhauer et Nietzsche. Et je les ai regroupés parce que, bon, ils ont des différences, évidemment. Mais par contre, au point de vue de la conception de la volonté, ils ont une conception de la volonté humaine qui est étonnamment similaire et tout à fait originale par rapport au précédent. Alors, Schopenhauer, c'était un disciple de Kant, et même un disciple fervent, pour tout ce qui était la partie séparation connaissance et croyance. Par contre, il n'était pas du tout d'accord avec la causalité libre et la morale de Kant, mais c'est un autre sujet. Nietzsche, dans sa jeunesse, c'était lui un disciple de Schopenhauer, et puis ils s'en est séparés sur pas mal de points aussi, mais bon, n'importe. Mais pour ce qui est de la volonté, tous les deux, alors d'abord, ils sont pour un libre arbitre intégral, mais plus que ça. Tous les deux, pour eux, la volonté humaine, c'est une force vitale, innée. On l'a à la naissance, complètement autonome, inconsciente, irrationnelle, invariable, la raison n'a rien à y faire, et qui s'impose au sujet. C'est-à-dire, ce n'est pas le sujet qui fixe ses décisions, c'est directement cette force vitale qu'il a en lui qui guide le sujet, qui le conduit. Bon, alors, donc la volonté, suivant Schopenhauer et Nietzsche, c'est, on résume, libre arbitre intégral, aucun déterminisme, force vitale, idée autonome, irrationnelle, inconsciente, qui guide le sujet, entièrement coupé de la raison. Bon, on va arriver à un autre auteur qui a largement défrayé la chronique de son temps, c'est Freud. Alors, Freud,
Donc lui, il ne se réclamait pas de la philosophie, il se considérait uniquement psychanalyste, fondateur de la psychanalyse, etc. Bon, alors, ces conceptions ont tellement diffusé aujourd'hui, ça fait partie de la culture générale et même, on va dire, presque de la vie quotidienne, quoi. Donc, la psychanalyse, chez Freud, tout repose sur l'inconscient. Donc, pour ce qui est de la volonté, c'est pareil, on a des désirs dans l'inconscient. Si ces désirs se trouvent en présence d'une représentation avec laquelle ils ont des affinités, ils se forment une pulsion. Une pulsion, c'est quoi? C'est un désir qui s'agite, quoi, qui a envie d'être agi, quoi. C'est un candidat à être volition. Bon, mais il y a juste une petite formalité, c'est qu'il faut passer devant un jury où il y a 3 examinateurs. Voilà. Alors, les 3 examinateurs, c'est qui? Il y a le ça. Le ça, c'est l'instance du plaisir. Alors lui, c'est pas compliqué, il donne le baccalauréat à tous les candidats. Terminé. Bon, le deuxième examinateur, c'est le moi. Lui, c'est l'instance de la réalité. Et le troisième, c'est le surmoi, c'est-à-dire, lui, c'est l'instance morale, quoi. Alors, c'est pas compliqué. Ou bien, le candidat à la pulsion est reçu, il reçoit un beau diplôme de volition, il passe à l'acte, et à ce moment-là, en principe, le sujet reçoit de la satisfaction et du plaisir. Ou bien le candidat est recalé, et à ce moment-là, il y a frustration, et bon, les modalités habituelles de compensation de la frustration pour la psychanalyse, c'est le refoulement, la régression, la sublimation. Voilà. Donc, la volonté, selon Freud, c'est un déterminisme absolu par l'inconscient, la raison est complètement inopérante. Alors, maintenant, on va visiter Bergson. Alors, Bergson, c'est un subtil aussi, celui-là. Lui, il est kantien, parce qu'il reprend ce que Kant appelait les 2 formes sensibles de l'intuition, c'est-à-dire en langage un peu plus moderne, les 2 cadres qui nous permettent d'intuitionner les objets concrets, c'est-à-dire le temps et l'espace. Bon. Mais surtout, Bergson, lui, il distingue le temps. Il distingue le temps parce qu'il dit le temps, on le vit suivant 2 modalités différentes. Il dit on vit soit le temps dans l'instant, soit on vit le temps dans la durée. Alors, le temps dans l'instant, il dit, c'est celui qu'on vit quand on est dans l'action. Quand on est dans l'action, et à ce moment-là, toute l'attention est focalisée sur l'action. On est dans ce qu'il appelle un état psychologique superficiel, et on exprime un moi partiel. Bon, autrement dit, dans le temps instant, en fait, on est le nez dans le guidon, et on pédale, et on pense qu'à pédaler. Pas compliqué. Bon, le temps duré, selon Bergson, c'est celui qu'on consacre à la rêverie, à la spéculation, à l'introspection, et ce qu'il appelle des états psychologiques profonds, où l'attention est flottante, mais elle est répartie entre toutes les facultés de l'esprit. Donc il dit c'est un état dans lequel on est dans une sorte de moi intégral. Voilà. Et d'après Bergson, et c'est là la chose qui est importante, c'est seul le moi intégral peut rendre compte de la complexité du réel. Et donc, dans le temps duré, dans cet état-là où on est en mode moi intégral, c'est la seule circonstance où parfois, justement, ce moi intégral peut prendre le pas sur le moi partiel, c'est-à-dire où on arrive à briser l'enchaînement des actes, en quelque sorte. Et il dit, à ce moment-là, il surgit ce qu'il appelle une volonté vraiment libre. Ce qu'il entend manifester par là, c'est l'inventivité et l'imprévisibilité possible de la volonté. En fait, c'est tout le mécanisme de création. C'est la création, la découverte, l'innovation, c'est-à-dire la création artistique, la découverte scientifique, l'innovation technique, enfin, c'est tout ce qui est rupture avec les comportements habituels, c'est-à-dire les ruptures avec l'acquis des connaissances, les ruptures avec les habitudes, les coutumes, les ruptures avec les aliénations ordinaires de la vie quotidienne, quoi. Bon, et donc pour lui, c'est une éventualité qui est rare, qui est extrêmement rare, mais qui est extrêmement précieuse pour l'évolution de la vie, parce que c'est la seule qui permet ce qu'on appellerait aujourd'hui des ruptures de structure. Et il a donc une phrase qui me semble assez profonde pour dire ça. Il dit « Le rôle de la vie est d'insérer de l'indétermination dans la matière ». Voilà. Donc si on définit donc la volonté selon Bergson, il dit en temps habituel, la plupart du temps, nous sommes dans un déterminisme rationnel, mais nous avons la possibilité parfois, rarement, d'avoir une volonté libre, créative et jaillissante
ponctuellement au cours d'états psychologiques profonds. Alors, on arrive à Sartre. Alors, Sartre, c'est facile parce que c'est univoque. Il n'y a pas de problème. C'est libre arbitre total, ni nature humaine, ni Dieu, ni inconscient, ni déterminisme. Quand on dit qu'on va réfléchir pour décider, en fait, on a déjà pris la décision. Les jeux sont faits. Voilà, les jeux sont faits, exactement. Et donc, c'est plus la décision qui modifie l'appréciation des motifs que les motifs qui sont le fondement de la décision, quoi. Bon, alors, donc Sartre, il a des sentences qui sont très connues, qui sont très expressives de sa pensée, hein. Donc on va en des deux qui sont archi connues d'ailleurs. L'existence précède l'essence, et puis l'homme est condamné à être libre. Bon, voilà, c'est sa définition. Donc pour Sartre, libre arbitre intégral de la volonté humaine et la raison faux semblant. Et puis le dernier auteur, on arrive. Le dernier auteur, on va essayer d'examiner sa contribution, c'est Ricoeur. Alors Ricoeur, lui, il retrace une filière très très complète de l'abolition. Alors au départ, c'est toujours une surprise qui est provoquée par un objet qui pénètre dans le champ des perceptions, bien sûr, et qui correspond à un manque. Et puis à partir de là, il va faire intervenir les unes après les autres toutes les fonctions mentales. Alors la perception, les émotions, la mémoire. Et puis alors à chaque fois, le candidat abolition, il franchit un petit grade, il passe un petit cran, il devient un petit peu autre chose. Bon, mais à la fin quand même, la faculté la plus importante, c'est la raison, parce que c'est à elle de conclure. Et là, dit Ricoeur, c'est pas facile. Et pourquoi c'est pas facile? Parce que la raison, il faut qu'elle pèse les motifs, donc. Et Ricoeur dit, mais les motifs, ils sont hétérogènes. Parce que d'un côté, il y a des motifs qui sont rationnels, et le critère, c'est la logique. Et de l'autre côté, il y a des motifs qui sont des valeurs, qui sont affectifs, et le critère, c'est des valeurs. Et donc le taux de change n'est pas fixé, quoi. Alors, comment ça se passe? Il dit, finalement, on a deux manières différentes de prendre nos décisions. Quand le problème est plutôt éthique que technique, quand le problème est plus technique, on va commencer par là. Quand le problème est plus technique qu'éthique, finalement, la raison arrive à une conclusion à peu près logique, et donc on est dans le déterminisme rationnel. Bon. Mais quand le choix, justement, est plus éthique que technique, là, la raison, elle cafouille, elle n'y arrive pas, quoi. Et donc, à ce moment-là, il dit il y a une volonté libre par défaut. Mais là, il emploie le même terme que Bergson, mais ce n'est pas du tout la même chose, hein. Ça n'a pas du tout le caractère rare et créatif que ça a chez Bergson. C'est simplement l'issue de secours, quoi. Quand vraiment la raison n'y arrive pas, voilà, c'est par défaut. Donc, la conception de la volonté, donc, chez Ricoeur, c'est un déterminisme sous l'égide de la raison avec une volonté libre par défaut. Avant de terminer pour la philosophie, on va dire un tout petit mot des temps présents. Sauf que les temps présents, je les fais remonter au début du XXe siècle parce qu'en fait, il y a télescopage avec les derniers auteurs qu'on a vus là, qui eux ont prolongé la philosophie classique, quoi. Mais au début du XXe siècle, il y a eu quand même un énorme ébranlement de la pensée occidentale, quoi. Sauf que c'est pas la philosophie qui était au premier rang. C'était les mathématiques et la physique, donc c'est la révolution quantique. Alors vous savez, c'est l'histoire du photon qui simultanément a deux trajectoires différentes et toutes ces choses, genre de choses. Bon, ok. Donc en fait, ça a beaucoup relancé le dilemme déterminisme et libre arbitre. Donc il y a eu des débats extrêmement élevés, extrêmement importants, dont différents cénacles, le plus célèbre étant le cercle de Vienne, où il y avait les sommités mathématiciennes et physiciennes les plus impressionnantes qui soient. Mais il y avait aussi des philosophes qui travaillaient avec eux. Bon, et ces philosophes, en général, ils sont arrivés à des remises en cause assez radicales. Bon, il y en a deux ou trois qu'on va citer. Il y a Wittgenstein qui, lui, a remis en cause le principe de causalité, c'est-à-dire qu'il est quand même remonté jusqu'à avant Leibniz, quoi. Bon. Et puis, il y a Schlick, Kukuin, qui ont remis en cause le kantisme, pas le quantisme, le kantisme. Bon, ok, et voilà. Mais en fait, donc, ils n'ont pas eu beaucoup. D'abord, ils sont partis dans des directions tous divergentes déjà, et puis ils n'ont pas eu vraiment de postérité, quoi. Et puis donc les autres philosophes qui ont persisté un petit peu dans la tradition, ils n'en parlent pas du tout. C'est le silence, hein, je veux dire, alors que c'est quand même un vrai problème. Donc on peut quand même dire qu'à la deuxième moitié du XXe siècle, la philosophie de la volonté, elle est quand même, elle connaît un regain d'incertitude. Bon, et c'est à ce moment-là qu'apparaît un nouvel interlocuteur, c'est les neurosciences. Alors ça tombe bien parce que ça me permet d'enchaîner à la deuxième partie de l'exposé. Donc la deuxième partie de l'exposé,
les neurosciences. Alors, ce qu'on appelle les neurosciences, c'est tout ce qui est étude un peu scientifique, si possible bien scientifique, autant qu'il peut, du cerveau, donc anatomique, biologique, fonctionnel, etc. Alors, je vais juste donner quelques chiffres sur le cerveau, parce que c'est quand même, le cerveau humain, c'est quand même impressionnant. Un cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones. 100 milliards, c'est beaucoup. Entre le 3e et le 5e mois de vie fétale, l'organisme produit 200 000 nouveaux neurones par minute, c'est-à-dire plus de 3 000 par seconde. Bon, ok. Le cerveau représente 2% du poids du corps et il consomme 20% de son énergie. À part les États-Unis et la planète, il n'y a pas mieux. Hein, bon. Et 70% de cette énergie est consommée, alors c'est ça qui est aussi intéressant, 70% d'énergie est consommée quand il ne fait rien, enfin rien en apparence, c'est-à-dire pour son auto-fonctionnement. Bon, ok. Et puis, dernière chose encore amusante, donc chaque neurone, il y a un axone et des dendrites, beaucoup de dendrites, presque 10 000 dendrites par neurone, et donc c'est avec ça que c'est les fibres qui relient tous les neurones entre eux. Et on a calculé que le nombre de connexions possibles entre les neurones du cerveau humain est supérieur au nombre estimé des atomes dans tout l'univers. C'est effrayant. Bon, alors, quand est-ce qu'elles sont arrivées, les neurosciences? Donc, juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'ordinateur. Et d'ailleurs, la première période qu'on appelait le cognitivisme, les chercheurs, ils avaient le schéma de l'ordinateur. Dans le cerveau, c'était un supercalculateur qui recueillait toutes les données, qui faisait tous les calculs, et puis hop, qui renvoyait toutes les formules codées aux fonctions effectrices périphériques pour qu'elles fassent le boulot, quoi. Bon, alors, au bout d'une vingtaine d'années, on s'est quand même aperçu que ça ne collait pas pour tout quand même. Il y a certains attributs humains qui ne fonctionnent pas comme ça. Par exemple, le langage, il y a une irréductibilité des sens, ça ne peut pas être dans un schéma binaire, quoi, ça ne va pas. Les choses qui sont intriquées entre corps et esprit, comme les émotions, les sentiments, c'est pareil, on ne peut pas séparer réponse oui ou non. L'inconscient, n'en parlons pas. Bon, en fait, et donc il est apparu à ce moment-là une deuxième modélisation, surtout au moment où les histologistes ont commencé à repérer des réseaux de neurones qui fonctionnaient régulièrement dans des fonctions périphériques, quoi. Et alors ça, c'était le connexionnisme, c'est-à-dire le cognitivisme, c'était un schéma descendant, hein, du centre à la périphérie. Eux, c'est le contraire. Ça part de la périphérie, l'idée, et ça remonte au centre. C'est-à-dire que tous les petits réseaux de neurones qui remplissent des fonctions à la périphérie, ils échangent, ils s'interconnectent, ils mutualisent les informations, ils se fédèrent, et puis s'ils deviennent assez gros, le mot-clé, c'était ils émergent. C'est-à-dire ils apparaissent à la conscience, et là, ils ont une chance de se réaliser en tant qu'action ou que représentation. Bon, alors, c'est une période où il y a eu beaucoup de travaux scientifiques vraiment productifs et parfois très, très intéressants, et beaucoup de théorisation, parce qu'en fait, chaque équipe qui travaillait sur une petite périphérie, une petite fonction de périphérie, eh ben, elle tirait sur le bout de ficelle qui sortait de la pelote devant elle pour voir jusqu'où il pouvait remonter, quoi. Le problème, c'est que il y a jamais eu, ils ne sont jamais arrivés à converger, quoi. Il n'y a jamais eu de synthèse de tout ça. Et puis après, il y a eu aussi, il faut dire, des petites dérives dans les théorisations du type psychologiste ou philosophiste. Bon, enfin, tout ça a pris fin à peu près à l'an 2000, à peu près au tournant de l'an 2000, quand on est entré dans la troisième période actuelle, où on est revenu aux expériences scientifiques, à la méthode des expériences scientifiques. Pourquoi? Ben, simplement parce que c'est le moment où les moyens techniques puissants ont été suffisamment diffusés, et les moyens techniques puissants, vous les connaissez, c'est essentiellement l'IRM fonctionnel et les tomographes à émission de positons, c'est-à-dire des espèces de super scanners, là. Et puis il y a aussi quelques moyens pharmacologiques et biologiques, mais bon, l'essentiel, c'est quand même l'imagerie. Bon, alors avec ces engins-là, on arrive à essayer de connaître quelque chose sur comment se forment nos volitions. Ben, un peu, peut-être. Donc, et justement, pour ça, il y a une expérience fondatrice, donc, qui est l'expérience de Benjamin Libet, et c'est par celle-là qu'on va commencer. Alors, Benjamin Libet, c'est un neurochirurgien, un neurobiologiste américain, et son expérience de référence, c'est 1983,
qu'est-ce qu'il cherchait à connaître en 1983, Benjamin Libet? Eh bien, il voulait établir la chronologie respective de 3 données concernant un geste très simple qui était la flexion d'un poignet. Alors, ce qu'il voulait savoir, c'était le moment, la chronologie respective entre le moment de la prise de décision, le moment où la zone motrice cérébrale qui commande la flexion commençait à s'activer et le moment où le mouvement commençait réellement. Donc il y avait des parties qui faisaient des tests, donc il y avait des participants, des volontaires qui participaient au test, et le dispositif était comme ça. Donc les volontaires étaient devant un repère visuel déroulant, là, et qui permet, voilà, et donc on leur disait, voilà, quand vous voulez, vous décidez quand vous voulez, vous fléchissez le poignet, quand vous décidez, vous repérez le moment. Bon, pof, voilà. Ils avaient sur la tête un électroencéphalographe qui permettait de voir quand l'activité commençait à démarrer dans la zone motrice qui commande le mouvement, donc c'était le début. Et ils avaient sur l'avant-bras un électromyographe qui lui enregistrait la contraction du muscle fléchisseur, et donc quand ça commençait, c'était le début. Donc c'était tout simple, et c'est comme ça qu'il a procédé. Alors vous avez donc le premier feuillet de l'alias qu'on vous a confié, donc la fenêtre bleue, c'est le dispositif tel que je viens de vous exprimer là. Et puis en bas, c'est le résultat, et c'est évidemment le résultat qui est intéressant. Donc vous avez en bas à droite la flèche verte verticale qui descend, c'est le temps zéro. Le zéro n'est pas marqué, mais c'est le temps zéro. C'est-à-dire c'est le début de la flexion du poignet. Là, il fléchisse le poignet. Et vous portez complètement à gauche la courbe rouge là, qui commence à ascensionner à moins 900 millisecondes. C'est le début de l'activité cérébrale de la zone motrice qui commande la flexion. Et puis à peu près au milieu, là, le rectangle violet, moins 300 millisecondes, c'est le moment où les participants prennent la décision de fléchir. Voilà. Alors, comment vous trouvez ce résultat? Quelqu'un a une observation? Oui, en fait, on pense déjà avant de faire le mouvement. En fait, on a déjà une intervention du cerveau avant que le mouvement se fasse. Avant même la prise de décision. Avant la prise de décision. Avant la prise de décision, oui. Oui, c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Effectivement, quand le sujet décide consciemment qu'il va fléchir la flexion, la zone motrice a déjà entamé le boulot depuis 600 millisecondes. On revient sur ce que vous avez dit sur les philosophes tout à l'heure, par rapport à Kant, par rapport à tous ces gens-là. En fait, je vais noter où est la normalité. Où est-ce qu'on va commencer à prendre en compte le fait qu'on est normal ou anormal par rapport à des décisions qu'on va prendre. Et en fait, là, par rapport au test de Libet, c'est la même chose. On va prendre la décision avant même de faire le mouvement. Et c'est exactement la même chose, en fait. Oui, non, pas tout à fait. Non, parce que là, on ne prend pas la décision avant de faire. Ah oui, vous voulez dire le cerveau le prend, oui. Oui, mais la conscience, alors, c'est tout le problème. Parce que ce qui vient après, en tout cas, c'est la conscience. C'est la conscience. Mais vous n'avez pas complètement tort, parce que j'ai repéré une phrase, justement, de Chou. Je vais passer vite sur Kant et tout ça, sur la normalité. Parce que la normalité, en fait, où est la norme? Voilà. Alors, attendez, on va essayer d'avancer, puis on lancera l'ensemble de la discussion après, mais l'observation est juste. Hein. Donc, le déroulement de l'expérience de Libet, c'est d'abord l'aire motrice qui commence à se mettre en activité, la prise de conscience qu'on décide, et ensuite l'effectuation. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le problème, quand même, c'est d'expliquer ça, comment ça se fait que c'est comme ça. Et puis, il y a des corollaires, quand même, qui se présentent en chaîne. Si tous nos actes sont inconsciemment commandés, quid de la conscience, quid de la responsabilité, et quid de ce que nous croyons mener nos vies, quoi. Alors, il va sans dire, en 1983, hein, je peux vous dire que l'expérience de Benjamin Libet, elle a reçu beaucoup de critiques méthodologiques et philosophiques. Alors, je vous dis tout de suite qu'elle a été confirmée à de nombreuses reprises, on va voir tout à l'heure après avec comment. Et alors, il y a eu quelques résultats qui ont été annoncés comme discordants, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'expérience d'une autre façon, d'ailleurs, pas tout à fait pareil. Mais en fait, ils n'ont plus jamais été avancés après deux événements qu'on va voir. D'abord, l'expérience de Patrick Haggard en 2005, et l'utilisation massive de nouveaux matériels expérimentaux, surtout, qu'on va voir après. Alors, Patrick Haggard, on va regarder un peu son expérience de 2005, parce qu'elle est importante aussi. Patrick Haggard, c'est un professeur de neurosciences cognitives
au Collège universitaire de Londres. Et donc son expérience de 2005, elle avait un objectif précis. C'est-à-dire, elle voulait vérifier les hypothèses d'un type qui s'appelait Daniel Wegner, qui était professeur de psychosociologie américain, et qui avait développé une théorie qui avait une bonne audience chez les neuroscientifiques dans les années justement qui suivaient l'expérience de Libet. La thèse de Wegner, c'était que, bon, d'accord, la prise de conscience de décider, elle survient après le fait que l'aire motrice ait commencé l'action, mais ça fait rien parce qu'en fait c'est une illusion utile, comme il y a des idiots utiles. C'était la thèse de Wegner. Bon, et pourquoi ça fait rien? Parce que si c'est juste une illusion à l'heure, ça ne modifie pas du tout la programmation, ça ne change rien. Donc la logique est sauve, quoi. Il n'y a pas d'aberration, quoi. Ça reste à peu près concevable. Alors, donc, alors, il reste à expliquer pourquoi le sujet il se donne un leurre à lui-même. Alors, à quoi ça sert? Alors, Wegner avait une explication, et il disait c'est parce que nous sommes des animaux grégaires. Voilà. Et quand on prend une décision, souvent on est bien obligé de la faire valoir auprès d'un certain nombre de nos congénères, soit parce qu'ils sont concernés par la décision, soit ils ne sont pas concernés, mais ils s'en mêlent quand même, quoi. Vous savez bien comment c'est. Bon, alors, donc c'était une explication psychologiste, mais bon, il y avait quand même derrière le problème de la logique, et c'est ça que voulait vérifier Agarde. Alors, Agarde, il a refait donc des tests avec des volontaires, il disposait à peu près, on va dire, des mêmes matériels que Libet, mais il avait un appareil supplémentaire que n'avait pas Libet, qui est un stimulateur magnétique transcrânien. C'est-à-dire c'est un engin qu'on l'applique sur le crâne en face d'une zone donnée du cerveau et ça l'active. Donc on choisit une zone motrice qui active un mouvement et lui il avait choisi la flexion d'un index. Voilà, ça on change un peu. Et donc comment il dispose son expérience. Alors c'est un petit peu différent de Libet, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, les participants sont devant le repère visuel défilant. Ça ne change pas. On leur demande de noter l'instant sur le repère visuel défilant de deux événements. Là, il faut faire attention à la formulation. L'instant où leur index fléchit. Attention, ce n'est pas comme chez Libet. Chez Libet, on leur demandait l'instant où ils prenaient la décision de fléchir. Là, c'est l'instant où ils sentent leur index qui se fléchit. Un petit peu différent. Et deuxième chose, on leur demande de noter l'instant où ils entendent une sonnerie de fin, parce qu'il y a une sonnerie de fin de test qui est toujours émise par les expérimentateurs 250 millisecondes après le début du mouvement, c'est-à-dire après la flexion de l'index. Bon, alors, donc après ça, donc, les tests sont faits en 3 séries. Alors, la première série de tests, tous les tests sont purement volontaires. C'est-à-dire, on dit aux participants, voilà, vous êtes installés là tranquillement, quand vous voulez, vous décidez quand est-ce que vous fléchissez votre doigt, et quand vous sentez votre doigt fléchir, vous notez l'instant, quand vous entendez la sonnerie de fin, vous notez l'instant. Facile. Deuxième série, purement involontaire. On leur dit, voilà, vous êtes là, tranquillement, surtout vous décidez rien du tout, vous pensez à autre chose, et c'est nous, avec l'appareil, qu'on va stimuler la zone motrice et qu'on va faire fléchir votre doigt. Quand vous sentez le doigt qui se fléchit, vous notez l'instant, quand vous entendez la sonnerie de fin, vous notez l'instant. Facile. Troisième série, les tests sont tous détournés. Alors comment ça marche ça? Eh bien, on dit aux participants, on va refaire comme la première fois. On leur dit, voilà, vous vous installez, vous prenez la décision de fléchir, quand vous sentez que ça fléchit, vous entendez la sonnerie, ok. Mais en fait, les expérimentateurs surveillent la courbe d'activité motrice à l'électroencéphalographe, et quand ils voient qu'elle a monté suffisamment, ils savent que le participant va avoir la décision, la conscience de prendre la décision juste après. Alors, immédiatement avant, il déclenche le stimulateur, si bien que c'est le stimulateur qui fait fléchir le doigt, mais que le participant, lui, il a la conscience que c'est lui qui a pris la décision. Et donc, il indique quand est-ce que son doigt fléchit sur le machin, il indique la sonnerie de fin, et puis voilà. Et donc, là, le système a été détourné. Et la feuillet suivante, c'est les résultats. Le feuillet que je vous ai remis dans la petite pièce, là, de l'expérience d'Agarde. Alors, c'est un peu moins lisible que Libet parce que c'est la photocopie de la publication, purement et simplement. Alors, ce qu'on considère, en fait, on va l'expliquer ensemble, ce qu'on regarde, donc, c'est l'intervalle de temps qu'il y a, à chaque fois,
entre la conscience de fléchir le doigt et la sonnerie, à chaque fois les deux intervalles de temps qu'il a notés. Et alors, on a fait 3 séries, mais il n'y a que 2 sortes de résultats. Il y a un résultat raccourci et il y a un résultat allongé. Donc le raccourci 189 millisecondes, hein, c'est pas mal par rapport à 250, et allongé 308, c'est pas mal par rapport à 250. Quand est-ce que l'intervalle de temps est allongé? Chaque fois qu'il y a stimulation magnétique transcrânienne, c'est-à-dire dans les séries 2 et 3. C'est-à-dire aussi bien quand le stimulateur agit seul, et aussi bien quand le stimulateur agit, mais en prenant de vitesse la prise de décision du sujet. Et non seulement il y a allongement dans les deux cas, mais il y a allongement identique. C'est les mêmes chiffres. Et quand est-ce qu'il y a raccourcissement de l'intervalle à 189 millisecondes? Seulement dans la série 1. C'est-à-dire seulement quand c'est le participant qui prend la décision de fléchir le doigt et que c'est bien sa décision à lui qui fait fléchir le doigt. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une donnée objectivable qui est spécifique du fait que la prise de décision du participant est effectivement effectrice de l'action et qui est spécifique de ça veut dire que la position de Daniel Weber, comment il s'appelle Daniel Weber, là, au départ, je ne me souviens plus. Daniel Wegner, que la position de Daniel Wegner au départ, que la prise de conscience de la décision était une illusion, elle est erronée. Ce n'est pas une illusion, puisque ça intervient d'une façon donnée sur le résultat de l'action, ce n'est pas une illusion, et donc la logique ne s'en tire pas à ce bon prix. Il faut voir ça. Bon, la conclusion principale, c'est ça. Alors maintenant, on va voir les expériences avec l'artillerie lourde, c'est-à-dire les imageries, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Et donc là, on va voir. Alors, les IRM fonctionnels et les tomographes, depuis 20 ans, il y a eu quand même beaucoup d'expériences dans pas mal de pays différents, dans beaucoup d'équipes différentes. Et donc là, systématiquement, ce sont les résultats de l'IBE qui ont été vérifiés par le fait. Et alors, on va pas les voir toutes, bien entendu. On va juste parler, avant de parler des deux qu'on va voir précisément, on va parler d'une série d'expériences qui ont été faites quand même par le professeur Hens en Allemagne en 2007, parce qu'eux, ils ont fait faire quelque chose d'intéressant, ils ont fait faire des mouvements plus compliqués que le simple flexion d'un mouvement de membre. Et pour ces mouvements plus compliqués, ils ont trouvé donc des antériorités de l'activation de la zone motrice par rapport à la prise de décision, des antériorités qui allaient jusqu'à 10 secondes, c'est-à-dire 15 fois plus que les 600 millisecondes de l'IBE, quoi. Donc ça, c'est quand même assez considérable. Bon, sinon, donc là, on va voir deux expériences successives qui ont été menées par Madame Angela Sirigu, qui est neuropsychologue à l'Institut de neurosciences de Lyon et qui est directrice de recherche au CNRS. Bon, la première en 2004, elle l'a fait avec Gilles Lafargue, qui était psychologue à Paris 13. Alors, la première de 2004, c'est le 3e feuillet que vous avez là, de la petite pièce. Et il y a 2 fenêtres, parce qu'en fait, l'expérience se fait avec 2 cohortes de patients différents. La fenêtre du haut, ce sont des patients qui sont sains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maladie cérébrale. Bon. La fenêtre du bas, ce sont des patients dont le lobe pariétal a été détruit par une maladie. Bon. Alors, à tous ces patients, on leur demande donc de fléchir un doigt, encore une fois, et pendant qu'ils sont sous examen par l'IRM fonctionnel. Et le but de l'opération, c'est de repérer le mieux possible la trajectoire identifiable de l'influx nerveux qui va finir par provoquer l'action et de voir ses particularités. Bon, alors c'est ce qu'on va détailler. Alors on commence par les sujets sains. Alors le plus en amont où on arrive à repérer l'origine de cet influx nerveux qui va aboutir à l'action de flexion, c'est la partie antérieure du lobe frontal qu'on appelle le lobe préfrontal ou qu'on appelle aussi le lobe orbitofrontal. Et de ce lobe orbitofrontal, il y a à un moment donné, il y a un influx qui part au lobe pariétal. Le lobe pariétal reçoit cet influx, il le travaille un petit peu, et il renvoie un influx à l'aire motrice qui se trouve juste en avant du lobe pariétal. C'est au moment où l'aire motrice reçoit l'influx du lobe pariétal qu'elle commence d'ailleurs
l'activation qu'on constate sur l'électroencéphalographe. Bon, cette activité monte progressivement, et donc 350 millisecondes à peu près après, l'aire motrice renvoie un influx au lobe pariétal. Ensuite, il y a une série de petits échanges croisés, mais surtout, c'est au moment précis où l'aire motrice renvoie l'influx au lobe pariétal, c'est à ce moment précis-là que se fait la prise de conscience de la décision. Toujours. Toujours comme ça. Bon. Après ça, l'aire motrice fait encore quelques échanges avec des centres qui sont dans la profondeur du cerveau, et puis finalement, hop, elle envoie la commande à la moelle épinière, au nerf moteur, et l'action se fait. Très bien. Ça, c'est chez les sujets sains. Comment ça se passe chez les sujets dont le lobe frontal est détruit par une maladie? Eh bien, le flux part pareil du lobe orbitofrontal, il va au pariétal, pas de réponse, pas d'activité, rien. Bon, un moment se passe, et à ce moment-là, le lobe orbitofrontal stimule directement l'aire motrice. Bon, l'aire motrice, machin, et puis finalement, elle envoie la commande au nerf moteur, et l'action se fait. Mais il y a des différences tout à fait notables dans l'action. Et d'abord, surtout, dans la conscience de l'action. Parce que les sujets dont le pariétal est détruit, ils avaient bien entendu reçu, comme les autres, la consigne de fléchir l'index. Ils se souviennent très bien qu'ils avaient cette consigne-là. Mais aucun n'a fléchi l'index. Ça ne s'est pas fait. Ils savaient qu'ils devaient le faire, mais ça ne s'est jamais présenté. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Autrement dit, ça ne le faisait pas, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'autre expression pour exprimer ça. Ils n'ont pas eu la conscience de prendre la décision, parce qu'ils n'ont pas pris la décision. Ils se sont aperçus que leur doigt fléchissait quand ils l'ont vu fléchir, ou quand ils ont senti le mouvement du doigt. Mais ils n'ont pas eu, au niveau de la conscience, il ne s'est rien passé. Autrement dit, si vous vous souvenez de l'expérience de la garde, ils étaient exactement dans la situation de la série 2, c'est-à-dire de la stimulation artificielle par l'appareil, quoi. Il n'y avait pas de conscience. Voilà, exactement ça. Donc ça, c'est la première différence, quand même importante. Et puis deuxièmement, c'est accessoire, la qualité du mouvement était mauvaise, c'est-à-dire il était lent, il était imprécis, il était mal coordonné, mais ça, c'est accessoire. Deuxième expérience menée par Madame Sirigu, donc en 2008, celle-là. Alors, c'est chez des patients éveillés, mais qui viennent d'être opérés en neurochirurgie. Et donc, en accord avec les patients, évidemment, le neurochirurgien a laissé deux petites ouvertures dans le crâne, une en face de l'aire motrice et une en face du lobe pariétal, de manière qu'on puisse faire des stimulations électriques directes, séparément des deux. Voilà. Et puis, alors, le dispositif, il y a un drap aussi, bien sûr, qui fait que le patient ne voit pas, par exemple, sa main ou son pied, s'il bouge ou s'il ne bouge pas, parce que ça fait partie du test. Alors, comment on procède? Eh bien, on fait une stimulation de la zone motrice pour commencer, et on demande, alors le patient donc, a un mouvement, par exemple, de la main ou du pied, et on demande au patient, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le patient dit, il ne s'est rien passé. Vous dites, si, là, vous avez bougé la main. Il dit, non, je n'ai pas bougé la main, moi. Donc, il n'a pas conscience, il a bougé la main, il n'a pas conscience. On stimule la zone pariétale. La zone pariétale, on stimule d'abord doucement, petite intensité. Et on dit au patient, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors le patient il va dire, j'ai eu l'impression que je voulais bouger la main, ou il va dire, j'ai eu l'impression que je voulais parler, si on stimule la zone... voilà. Et bon, alors on fait une intensité plus forte, et on dit au patient, qu'est-ce qui s'est passé? Le patient dit, ça y est là, j'ai bougé la main, alors qu'il était complètement immobile. Il n'a pas bougé du tout. On lui dit, vous n'avez pas bougé? Si, j'ai bougé la main. Bon. Ou alors il va dire, j'ai parlé là, je vous ai parlé, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que je vous ai parlé. Il a la sensation qu'il a parlé, alors qu'il était resté muet, évidemment, mais par contre, il est incapable de concevoir qu'est-ce qu'il a bien pu dire. D'accord? Bon, autrement dit, si on stimule la zone motrice seule, on produit l'action sans la conscience de l'action, et si on stimule la zone pariétale seule, on produit la conscience de l'action sans l'action. Bon. Alors, au total, qu'est-ce qu'on peut dire sur les résultats des expériences de l'imagerie, en gros, à l'heure actuelle? C'est que on a quand même au moins identifié la dernière portion du trajet anatomique de l'influx nerveux qui produit une action motrice,
ça part du lobe orbitofrontal, ça va au lobe pariétal, et ça passe à l'aire motrice. Bon, puis après, la voie normale. Et surtout, on a identifié alors précisément que pour que la prise de conscience de l'action se fait lors du retour de flux de l'aire motrice au lobe pariétal et qu'il est indispensable que le lobe pariétal, notamment, soit fonctionnel. Voilà. Et ça, vous le faites essentiellement par l'électricité. La stimulation électrique, oui. Voilà. Mais si on le fait naturellement. Naturellement, il y a que... Par les mains. Ah non, je crois pas. Non, parce que le fonctionnement de l'influx nerveux, c'est une dépolarisation électrique. Hein. Donc c'est pour ça que les électrodes électriques agissent en fait. Je crois pas. Je suis situé par rapport à voilà. ce que je peux voir. Ça tombe bien parce que l'exposé est terminé. On va pouvoir ouvrir le débat. Donc la parole est à la salle. Voilà. C'est bien. En fait, la question c'était qu'est-ce que vous pensez du magnétisme? Parce qu'on a des impulsions électriques et on peut faire réagir les gens très facilement. Mais vraiment très facilement. Et on peut les faire ce qu'on veut, en fait. Oui, enfin non. C'est-à-dire, attendez, c'est compliqué parce que le problème, c'est l'objectivation des choses. Parce qu'il est certain qu'il y a de multiples techniques. Quand vous pensez et que vous avez dans les mains et que vous avez la personne en face qui réagit, je peux vous garantir que vous... Non, mais je comprends bien ce que vous me dites. Ça peut faire réfléchir par rapport à vos expériences. Oui, je comprends bien ce que vous me dites. Il y a eu des tas d'exemples de choses comme ça. Mais le problème, c'est l'objectivation des choses. C'est-à-dire que des procédés qui, entraînent des réactions ou des sensations chez soi-même ou chez les autres. Il y en a une infinité à travers l'histoire. Il y a le baquet de Mesmer et puis tout le reste, quoi. Il y a bon, et il y en a toute une série. Le problème, c'est justement si les neuroscientifiques s'attachent à faire des expériences compliquées comme ça, en montant des systèmes qui se recoupent ou qui disent ah ben, si ça fait comme ça, c'est justement parce que le problème, on est toujours obligé de se méfier de ça, parce qu'il y a une subjectivité humaine, l'homme est subjectif. Bon, et il y a une subjectivité humaine qui fait que la représentation qu'on a soi-même ou que les autres ont d'un événement ne correspond peut-être pas à son objectivation. Donc tout le travail scientifique consiste à essayer quand on peut, parce qu'on ne peut pas toujours en plus, mais essayer quand on peut d'objectiver les données observables. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils montent des tests et des machins et des trucs et qu'ils emploient des appareils. Parce que... J'ai demandé à faire des tests, mon amant m'a dit non, c'est parce que ça n'existe pas. Donc, ah oui. Parce que les scientifiques ne reconnaissent pas non plus Alors, on reconnaît la science, ok, pas de souci, mais tout ce qui est normal ou paranormal, c'est complètement occulté au niveau de la science. Et les médecins, je pense que vous êtes docteur, je crois. Oui. Voilà, quand on a des gens comme vous en face de moi, d'autres personnes, les scientifiques ne veulent pas reconnaître. Alors, soit peut-être parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas. Oui. Ça, c'est une chose. Mais moi, je vois des résultats et je peux vous garantir que par rapport à ce que vous avez dit, au niveau du cerveau, au niveau des mains, au niveau du magnétisme, au niveau de tout ce qu'on peut influer sur une autre personne, c'est vraiment hyper important. Et ça, par contre, le problème, c'est que la science ne le reconnaît pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on ferait vraiment des économies au niveau de la sécurité. Non, attendez. Enfin, pour ce qui me concerne, je vous rassure, moi, je ne considère pas que la médecine soit une science. Loin de là. Il y a un petit nombre de connaissances médicales qui ont un contenu scientifique à peu près avéré. Il y en a beaucoup d'autres que c'est... On utilise que 10% de notre capacité du cerveau. Non, mais c'est autre chose, c'est encore... Quand on attendez. Au-delà... Attendez, soyez gentils, on va se répondre. Donc, ça veut dire que voilà, la médecine n'est pas une science. Intégralement n'est pas une science, loin de là. C'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est pas du scientisme du tout que je veux faire, c'est pas ça. C'est simplement qu'on ne peut pas demander à la science de faire autre chose que de la science.
voilà. Après ça, les gens qui ne sont pas des scientifiques, je vais vous dire, ils prospèrent hein, dans nos sociétés. Personne ne les empêche de prospérer. Hein. Je veux dire, à la limite, bon, bon, donc c'est pas le problème. Simplement, si on veut dire, encore une fois, on retombe sur ce qu'on parlait, la séparation des choses de Kant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est d'une véracité assurée et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, du côté de la science, il faut, pour dire, tiens, j'ai une connaissance scientifique, alors surtout scientifique, c'est une connaissance, c'est une véracité assurée. L'autre, c'est, moi je crois que, ben oui, vous croyez, moi aussi, moi je crois à des tas de choses que je crois, puisque je ne peux pas les savoir. Bon, alors puisque je ne peux pas les savoir, je suis bien... D'ailleurs, Saint-Augustin, il disait la même chose, hein. Puisqu'on repart à Saint-Augustin, il disait credo, quia absurdum. C'est-à-dire, je crois, bah parce que c'est idiot. Donc je peux pas dire que c'est sûr. Donc je suis obligé de dire que je crois, puis c'est tout, quoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, bon. Alors, bon, bah, les croyances, il y en a, il y en aura, et d'autres nouvelles, etc. Mais bon, et puis voilà. Puis si les gens s'en trouvent bien, bah, vous savez, la médecine, elle n'a rien à dire. Hein. La médecine, elle a simplement à dire avec les gens qui disent, moi, ça va pas. Hein. Tant qu'ils sont contents que ça marche comme ça, allez-y, les gars. Bon, il y a d'autres questions. Hein? Moi, la question que je me pose par rapport à tout ce qui a été énoncé précédemment, je pense à quelqu'un qui a eu une main coupée, ouais. à qui on met une main bio-ionique. Alors ça, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais par rapport à ce fait, entre la conscience du moment et et tout, comment faut-il et comment ça se passe quand on greffe quelque chose à quelqu'un par rapport à ce que vous disiez sur le premier schéma? Alors, sur les greffes à proprement parler, moi je ne connais pas très bien, mais ce que je sais par exemple, parce que je me suis intéressé ces derniers temps un petit peu, quoi, c'est qu'actuellement il y a effectivement des expériences. Alors attendez, j'ai plusieurs piles, il ne faut pas que je me trompe de pile. Voilà, c'est celle-ci. Il y a des expériences qui se sont faites, mais c'est assez récent, hein, donc ça demande à être contrôlé, vérifié, que ça se renouvelle, puis ils n'ont pas tous les résultats. Mais il y a des expériences quand même qui sont intéressantes. C'est des gens qui avaient des paralysies, suite à des accidents de mains et de choses comme ça. Et ils font des choses assez étonnantes, qui sont que, par exemple, ils ont réussi à faire un câblage pour un type aux États-Unis, là, je ne sais plus où. Ils ont réussi à faire un câblage avec une puce implantée dans le crâne, quoi. Hein, je veux dire. Ils ont un câblage qui part de l'aire motrice qui commande la main, je crois. Et puis après ça, ils ont un câblage qui sort, qui va s'implanter dans les muscles là, et la puce fait le relais et transmet. Enfin, je veux dire, apparemment, ils font des trucs un peu étonnants, quoi. Et de la même façon, il y a des trucs étonnants. Alors là c'est pareil. Hein. Les titres des journaux, par exemple, sur des expériences qui sont récentes, que j'ai vues aussi, mais c'est récent, hein, ça demande d'être contrôlé. Je les aurais pas du tout intégrés dans l'exposé. Hein, je vous le dis, on en parle, bon, j'en parle, ça existe, hein, de toute façon, ça va se voir dans les journaux. Il y a des titres là dans les journaux qui sont « La télépathie existe ». C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. N'empêche que c'est déjà assez étonnant comme ça. C'est-à-dire que ils font un système avec un appareil dont on a parlé tout à l'heure, un stimulateur transcrânien là. Ils font un système. Il y a un type qui est dans une pièce devant un jeu vidéo. Il a sur le crâne un électroencéphalographe qui est relié à un ordinateur. L'ordinateur là est relié à un autre ordinateur qui est dans une autre pièce, d'accord ? Et l'ordinateur qui est dans une autre pièce, il est relié à un stimulateur magnétique transcrânien porté par un autre sujet. Et le type qui suit le jeu vidéo, alors l'autre il a un jeu vidéo aussi devant lui, et le type qui suit le jeu vidéo du côté de l'électroencéphalographe, il détermine, non, il ne le fait pas justement, il le pense, il ne fait pas le geste, il le pense. L'électroencéphalographe, les ondes de la pensée de ce qu'il veut faire, bon, enfin l'activité de l'aire motrice, hein, de la pensée de ce qu'il veut faire est enregistrée d'après l'expérience telle qu'elle est relatée, hein, moi ça me... Bon, est transmise à l'ordinateur, qu'il transmet à l'autre ordinateur, qu'il transmet au stimulateur transcrânien, qu'il l'envoie dans la zone motrice de l'autre, et l'autre il fait le mouvement.
Je veux dire, c'est fou, quoi, je veux dire. Mais c'est pas de la télépathie, parce que la télépathie telle qu'on l'entend ordinaire, c'est vraiment, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de câblage, hein, je veux dire. Bon, enfin déjà, c'est déjà assez fou, quoi, quand même. Bon, mais ça demande à être contrôlé, vérifié, hein, parce que c'est trop récent, hein, je veux dire, bizarre. Bon. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'œil bio-ionique, etc., où la personne Alors, arrive à peine entrevoir, à pouvoir se diriger. Oui, c'est pareil. Il y a des tas de choses. Avec le nerf optique ou avec les deux, le nerf optique il aboutit au cerveau, hein, je veux dire. Donc le nerf optique il va dans l'air postérieur. Enfin, je ne connais pas tout le détail, mais non, mais il y a des trucs. On va parler d'autres choses, puisque ça vous intéresse ce genre de machin, qui sont plus anciennes, donc qui sont déjà plus assurées. Vous connaissez les neurones en miroir? Vous ne connaissez pas? Bon, les neurones en miroir, c'est tout à fait marrant. Quand est-ce qu'il a observé ça, l'autre? Je ne m'en souviens plus. C'est en 2005, je crois. Voilà. C'est donc un Italien qui s'appelle, ça va me revenir. Enfin, ça va me revenir quand je l'aurai sous les yeux. Hein. C'est Giacomo Rizzolatti. Voilà. Donc, c'est un chercheur italien qui donc examinait des macaques. Sous IRM fonctionnel. Donc il repérait les trajets des influx nerveux dans ce passage. Et donc il étudiait les mouvements que faisait un macaque. Et il avait deux macaques qui étaient là, ils étaient tous les deux branchés. Il y en a un qui faisait le mouvement et l'autre qui regardait son compagnon là faire le mouvement. Et donc tout d'un coup, Rizzolatti, il s'aperçoit que le macaque qui regardait l'autre faire le mouvement, il avait exactement les mêmes réseaux de neurones qui fonctionnaient. Ouais, il avait exactement les mêmes réseaux de neurones qui fonctionnaient. Et alors, donc, ça a été contrôlé, on a refait, etc. Et en fait, c'est très intéressant, parce que songez à toutes ces choses, que ça veut dire que le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, ça préactive les réseaux de neurones comme si presque comme si on le faisait. Donc, regardez l'utilité que ça peut avoir dans l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça. Regarde comment il faut faire. Donc l'autre, il active déjà ces machins. Regardez le fait, par exemple, les phénomènes comme les bâillements en série ou les fous rires. Voilà. Donc, qui s'enclenchent, on ne sait pas pourquoi. Quoi. Je veux dire, alors qu'il y a quelque chose comme ça. Regardez l'histoire des mouvements de foule. Des mouvements de foule dans les stades ou ailleurs. Des phénomènes de foule en panique, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a des tas de trucs qui sont intéressants. Et ça marche aussi bien sur les humains, sur les animaux. Oui, chez les macaques. On est connectés de la même façon quelque part. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de brancher les animaux sur des ordinateurs qui transmettent, alors j'ai une autre expérience où c'est un macaque qui transmet la commande d'un mouvement moteur à un autre macaque. C'est-à-dire, il y en a un qui pense le machin, l'ordinateur, machin, le fil, je sais pas. Mais c'est récent, ça, je me méfie un peu. Voilà. Donc c'est tout. Bon. Et puis alors dans les pathologies neurologiques, il y en a aussi qui sont assez étonnantes. Hein. Il y a des pathologies qui sont rares, mais qui sont complètement impressionnantes. Par exemple, c'est les patients qui ont ce qu'on appelle un cerveau divisé, c'est-à-dire les connexions entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche sont pour des raisons diverses, sont détruites, quoi. Voilà. Et il y a des maladies rares qui sont tout à fait étonnantes. Il y en a une en particulier qu'on appelle la maladie de la main étrangère ou de la main du diable ou de la main fantôme, etc. C'est-à-dire qu'il y a une main qui n'obéit plus. C'est-à-dire il y a une main, et non seulement qui obéit plus, mais en général qui veut faire le contraire de ce que l'autre fait. Et le patient, il est obligé de... Voilà. Et donc, alors les premiers cas sont très anciens, donc au départ, évidemment, ils étaient pris pour des gens qui avaient des troubles psychologiques, quoi, hein, je dirais. Voilà, voilà, en fait, voilà, alors donc il y a des étrangetés comme ça, mais ça c'est rarissime, hein, ça se voit jamais, quoi. Enfin, très très peu. Mais voilà, donc le fonctionnement neuronal profond, il est tellement complexe qu'on n'est pas au bout, quoi. et donc l'idée déterminisme ou libre arbitre, il n'est pas tranché, hein, parce que d'accord, la prise de conscience, elle vient après que l'activité motrice et machin,
mais on a remonté la filière jusqu'où? Jusqu'au lobe frontal. On n'a pas remonté avant, ça vient d'ailleurs, mais on n'a pas trouvé la piste encore. Hein, bon, mais ça vient d'ailleurs, et donc forcément il y a des structures sous-jacentes qui sont les structures de la mémoire, la structure des affects, des émotions, des sentiments qui doivent collaborer, donner les machins. Bon, mais c'est un écheveau. Hein, voilà. Et les philosophes alors? Qu'est-ce qu'on entend par l'idée que l'intestin sur un deuxième cerveau? Oui. Ben, c'est par le fait que... Non, je ne parle pas. À la réponse, il va en profiter. Non, bon, c'est simplement qu'il y a beaucoup de neurones, il y a beaucoup de ganglions neurologiques dans les intestins. Beaucoup. Et d'ailleurs, chez le fœtus, la formation de la plaque neurale, c'est-à-dire ce qui va devenir l'axe de la moelle épinière, puis du cerveau, et l'intestin, ils ont la même origine d'ailleurs. Hein. Bon, et dans l'intestin, il y a beaucoup de ganglions. Bon, excusez-moi, dans lequel? Dans les deux ou dans l'un des deux? Je crois que c'est plus. Je pense que c'est plutôt l'intestin grêle, mais j'en suis pas sûr. Hein. Ça, il faudrait le vérifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, on a cherché donc, des fonctions, on n'a pas trouvé grand-chose. Hein. On a trouvé des fonctions... alors, il y a aussi des sécrétions hormonales de l'intestin, action plus ou moins locale, voilà, et c'est en interaction aussi avec ces amas ganglionnaires neuronaux. Ça joue donc sur la motricité, etc. Il est certain qu'il y a une certaine motricité qui est en relation aussi avec les émotions. Hein. On le sent, vous savez, le tract, par exemple. Voilà, les colopaties spasmodiques, comme ça fait mal. Bon, voilà. Alors ça, c'est le côlon, par contre, hein, d'accord. Mais voilà. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, à ma connaissance. En tout cas, moi, j'en sais pas plus, quoi. Partout. Oui, non, mais c'est parce que... Oui, peut-être. C'est pareil, c'est toujours pareil. Les théories, on peut c'est bien de monter des théories, parce que ça ouvre parfois des perspectives, mais le problème après, c'est objectiver. Et ça, c'est plus difficile, quoi. Il y a beaucoup de théories et il y a peu d'objectivation. Bon, c'est comme ça, c'est un peu... Mais vous regardez les philosophes, c'est pas mieux. Hein. Je reviens sur les philosophes. Parce que quand même, il y en a qui ont des phrases étonnantes. Par exemple, moi j'ai trouvé une phrase de Schopenhauer, dans l'essai sur le libre arbitre. Lui, il dit ça comme ça, alors de chic, hein, il écrit ça en 1830, hein, le type il a 30 ans, hein, même pas. Hein. La conscience est informée de la formation de la volition a posteriori par l'action. Pof. Vous pouvez répéter plus longtemps? Ouais, la conscience est informée de la formation de la volition a posteriori par l'action. Lui, ça lui vient comme ça. Si je fais ça, c'est parce que je l'avais décidé avant. Oui, c'est cette théorie de la force vitale, hein, c'est-à-dire que c'est... Sans savoir. Oui, mais enfin là, il énonce comme ça, quoi. Je veux dire, en 1830, c'est... Oh, oui, non, il énonce un postulat comme ça. En 1830, il écrit ça, lui. Hein, je veux dire... bon, d'accord. C'est étonnant, quoi. De toute façon, il y a toujours une tension entre dogmatisme et scepticisme chez les philosophes. Et Schopenhauer est incontestablement un philosophe dogmatique. Oui, c'est pas Montaigne. Oui, enfin, Mais vous pensez qu'on est peut-être à l'aube de découvertes quand même phénoménales par rapport à ce qui vient de s'être décrit par rapport au cerveau? Bah écoutez, j'en sais rien, mais parce que déjà le passé c'est dur, ou le présent, mais le futur, bon. Mais ce que je veux dire, ça bouge beaucoup, quoi. Moi je vois bien que ça bouge beaucoup, puisque j'essaye de suivre un petit peu ça. On a parlé de toutes les histoires de branchement de câbles et de mêler l'informatique avec les neurones, bon, ok. Mais il y a aussi des expériences qui se font sur la mémoire. Il y a des trucs, ça bouge beaucoup là. Ils sont capables, bon, c'est sur des modèles animaux, hein, mais ils sont capables quand même d'arriver à, à donner un faux souvenir à des souris, par exemple, ou bien d'effacer un souvenir. Je veux dire, c'est quand même...
Oui, c'est un peu... Voilà. Bon, ça veut dire que c'est des trucs qui commencent à toucher à des tas de choses comme ça, quoi. Je veux dire, qui étaient même pas concevables avant, quoi. Personne ne s'occupait de ça. Donc est-ce que ça va se développer plus encore? Ben, j'en sais rien. Et dans quel sens, j'en sais rien. Mais en tout cas, en ce moment, ça bouge beaucoup. Ouais. Les neurosciences vont devenir un sujet d'actualité, ça je le crois. Maintenant, est-ce que du sujet d'actualité, est-ce qu'il en résultera quelque chose de durable et de productif, on va dire? Je ne sais pas. Enfin, moi, je raisonnais par rapport à certaines maladies hormonales invalidantes, vers un système d'amélioration. Ouais. Alors, par rapport à ces expériences qui sont quand même toutes nouvelles. Alors, les maladies, il y a peut-être quelque chose qui va peut-être être une grande chose, parce que notamment c'est Madame Sirigou travaille sur le coup, là, celle qui a fait les expériences machin. C'est actuellement, c'est à Marseille, c'est à Timone. À Timone, il y a apparemment des travaux qui sont quand même tout à fait intéressants sur l'autisme. Donc l'autisme qui est jusqu'à présent qui était plutôt un grand mystère. Hein. Oui. Bon. Et donc là, il semble qu'ils aient une piste tout à fait intéressante avec alors que je me remette bien les choses en tête. Avec l'ocytocine, qui est une hormone, hein, qui est en particulier une hormone qui a un pic de sécrétion au moment de l'accouchement. Et le chlore. Pourquoi le chlore? Le ion chlore, tout bêtement le ion chlore. Il n'y a pas plus simple. Et donc, ce qu'ils ont l'air de s'être aperçus, mais alors ça encore c'est tout récent, hein, ça date de même pas un an, et donc ils sont en train de faire, manifestement ils sont en train de travailler dessus, et peut-être il va y avoir des conclusions mieux établies qui vont se faire peut-être dans un an, quoi. Et donc ils sont en train de travailler dessus, beaucoup. Il semble qu'ils se soient aperçus qu'en fait l'autisme était dû au fait que les enfants autistes ont un taux cellulaire de chlore qui est inversé par rapport à ce qu'il devrait être. C'est-à-dire qu'il est resté dans l'état où il était pendant la période fœtale. Normalement, à l'accouchement, sous l'effet en particulier de l'ocytocine, normalement, il y a inversion du taux de chlore cellulaire chez l'enfant qui vient de naître. Et or, il semble que tous les autistes soient dans le cas contraire, ils restent au taux de chlore fœtal. Et donc, c'est une piste. Et donc, moi, j'ai vu juste une vidéo que j'ai vue fugacement comme ça, où c'est assez impressionné. C'est produit donc par le CHU de la Timone, là-bas. Et donc, il montre un enfant autiste, un entretien avec un enfant autiste, où ça se passe, bon, c'est difficile, quoi. Il est agité, il ne tient pas en place, etc. Et juste après, ils ont fait une injection de chlore, et le même enfant, juste après, on voit le déroulement qui se passe presque bien, quoi. Bon. Alors maintenant, combien de temps ça dure? Est-ce que l'effet se répète aux injections suivantes? Est-ce que ça détraque pas autre chose? C'est rien, quoi. Hein, je veux dire, tout ça, c'est tout récent. Mais apparemment, il y a des tas de choses qui bougent. Et peut-être qu'effectivement, il y a des pathologies qui vont... ils travaillent beaucoup, effectivement, sur la récupération de l'innervation chez des gens qui ont des paralysies, en général traumatiques, hein, accidentelles. Bon, ça va peut-être aboutir à des choses, enfin voilà, quoi. Bon. Moi, je voudrais parler de quelque chose. Ouais. J'ai entendu dire que ça rejoint un petit peu ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, que quand quelqu'un ne peut pas faire réellement du sport, par exemple, courir ou faire fonctionner les muscles des biceps, en le pensant, paraît-il que ça agit sur le corps. Alors, ça m'a impressionné. Oui. Et j'ai entendu plusieurs versions de ce... Tout à fait. C'est une chose qui se diffuse en particulier chez les sportifs, parce que les entraîneurs sportifs, ou les kinés, oui. Voilà. En fait, alors, c'est un dérivé des neurones en miroir, hein, cette histoire-là. Et donc, ils ont fait des expériences, semble-t-il. Le fait de se représenter l'action mentalement, pas de la réaliser... Oui. Donc ça aboutit par exemple, ils ont fait de l'entraînement musculaire,
et de l'entraînement musculaire, au lieu de soulever les haltères ou je sais pas quoi, ou faire, enfin c'était peut-être moins violent que ça, mais faire d'exercice musculaire, se représenter mentalement l'exercice musculaire. Donc voilà. Et il disait dans cet article-là que j'ai lu, il disait qu'ils arrivaient à peu près à 2/3 de l'augmentation qu'ils obtiendraient en faisant réellement l'entraînement réel. Voilà. Ça peut être bien Donc, pour les cosmonautes. ça va ouvrir des perspectives parce que vous pouvez dire à votre employeur que vous y pensez beaucoup à votre boulot, vous pouvez lui demander une augmentation de 2/3 du salaire là. Ou des choses comme ça. Donc, mais bon, voilà. Donc ça c'est un article que j'ai vu effectivement récemment. Bon, il paraît. Alors ça, je l'ai vu. Non, c'est pas un article. Je l'ai vu sur un site. C'est un site qui est très intéressant. Et ceux qui veulent s'intéresser aux choses de neurologie et du cerveau, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site internet qui s'appelle Le cerveau à tous les niveaux. C'est le site de l'université McGill de Montréal, qui est donc une université nord-américaine très réputée. C'est un site qui existe depuis au moins une quinzaine d'années, je pense, au moins, et qui est fait de manière comme ça associative par des enseignants et des étudiants de cette faculté. Et alors on trouve une tonne de renseignements là-dessus et de descriptions. C'est vraiment une source tout à fait intéressante, quoi. Donc le cerveau à tous les niveaux, c'est donc le site toc toc, voilà, ça sort. Et vraiment ça c'est passionnant, quoi. Est-ce que là-dessus, sur ce site, ils parlent de ce qu'ils sont en train de chercher Oui, il y a un certain nombre des. Alors moi j'avais préparé parce que ce soir, des. il y a des éléments dont vous nous avez Oui, tout à fait, parlé. oui. Toutes les grandes expériences classiques, Libé, Haggard, bon, ils y sont. Et puis il y en a d'autres. Et puis quand il y a des nouvelles, de temps en temps, ils mettent à jour. Mais ils ne mettent pas immédiatement à jour. Parce que je pense ils ont un processus de relecture, de vérification avant de publication, ce qui est la moindre des choses, quoi, hein, je veux dire. Mais c'est vraiment très riche. Hein, c'est vraiment un site intéressant. Ouais. Bon, ben voilà. Très intéressant. Bravo. Merci.